Alors, on va commencer par un petit topo sur l'enluminure. Qu'est-ce que c'est? Et donc, tout simplement, on va s'intéresser au mot en lui-même. Donc, l'enluminure, qui vient du terme latin luminare, qui signifie tout simplement mettre en lumière. Donc, de façon historique, c'est l'art de mettre en lumière un texte. Et pour cela, en fait, on va agrémenter de couleurs, d'or, d'argent, à travers différents moyens d'illustration, puisque par exemple, on va réaliser des lettrines, des décorages, donc autour du texte, des représentations que l'on peut appeler des miniatures. Elles vont prendre plus ou moins de place par rapport au texte et vont donner beaucoup plus d'importance à la peinture par rapport à la calligraphie. Alors, dans l'esprit contemporain, l'enluminure, c'est fondamentalement rattaché à un usage et à un historique religieux, surtout avec les moines travaillant de textes chrétiens. En réalité, il faut savoir que cet art se retrouve pour en tout cas l'enluminure occidentale dès l'Antiquité gréco-romaine. Donc à cette époque, ce sont véritablement une diversité de textes qui vont être travaillés. On va avoir par exemple des herbiers, des textes scientifiques, des pièces de théâtre avec des représentations de personnages, de masques de comédie, mais également des poèmes épiques comme l'Iliade ou l'Éide. Et pendant cette période antique, on va avoir la première grande révolution qui va impacter l'art de l'enluminure, qui est en fait la transformation majeure du support de travail. Jusqu'au 1er ou 2e siècle, on va travailler le texte sous forme de volumen. Le volumen, c'est tout simplement un rouleau de papyrus. Le papyrus qui est donc une matière végétale et qui va, une fois mis en feuille, va être collé les unes aux autres pour former un grand rouleau. Ce grand rouleau qui va être donc véritablement attaché à un support en bois qu'on va venir dérouler ou enrouler. Et de ce volumen, finalement, on va arriver à une forme qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est le livre, le codex. Cette forme de livre, elle va être révolutionnaire parce qu'elle va prendre beaucoup moins de place, elle va être beaucoup plus pratique et surtout, elle va, chose qu'on continue à faire aujourd'hui, elle va nous permettre, nous, enlumineurs et calligraphes, de travailler sur un parchemin qui est donc une matière animale. Le parchemin est beaucoup plus pratique pour nous parce qu'il va nous permettre un travail de la couleur et de la calligraphie beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus abouti, ce qui n'est pas possible avec le papyrus. D'autant plus que le parchemin, lui, est un support qui est beaucoup plus durable dans le temps. Alors, après cette période antique, on a l'apparition du christianisme qui va véritablement tourner les sujets d'inspiration vers des sujets bibliques. Et on va retrouver donc cet art de l'enluminure et de l'écriture dans des lieux religieux où hommes et femmes vont le pratiquer. On va pratiquer cet art donc dans des monastères, des abbayes, dans des grandes salles qu'on appelle des scriptoriums, où en fait l'organisation de travail est vraiment très différente de celle qu'on a aujourd'hui, puisque le nombre d'artistes n'est plus le même par rapport à ce que nous on vit au XXIe siècle. À l'époque médiévale, un homme ou une femme représente, on va dire, une spécificité du métier. On a la personne qui prépare les couleurs, une autre pour le dessin, encore une autre pour la peinture, une pour la pose de feuilles d'or, etc. Donc en fait, toutes les spécificités du métier, de la pratique, sont véritablement séparées et donc réparties sur toute une équipe, ce que nous, actuellement, nous sommes en fait obligés de faire chacun de notre côté. Donc
Un enlumineur du 21e siècle, lui, fait tout en même temps. Il sait préparer sa couleur, il sait préparer son parchemin, il sait calligraphier et il sait poser la couleur. Alors, au niveau de la chronologie, on étend l'enluminure de l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle. Donc, en fait, durant principalement l'époque médiévale qui va être la grande époque de l'enluminure, jusqu'à la fin avec la Renaissance. Durant le Moyen-Âge, les religieux vont travailler pour leur propre bibliothèque, donc leurs réserves personnelles, avec quand même des manuscrits qui vont servir un petit peu de manuscrits d'inspiration et qui vont voyager d'abbaye en monastère, mais ils vont également pouvoir répondre à des commandes royales, soit pour le souverain en personne, soit pour son cercle proche. Et c'est aux alentours du XIIe siècle que la technique, en fait, va se répandre dans la sphère laïque, tout simplement parce qu'on voit l'apparition des universités, et qui dit université dit besoin de livres pour étudiants. Et comme il y a beaucoup de demandes de ce côté-là, on va avoir une demande d'un nombre croissant de copistes et d'artistes qui vont donc opérer pour ces réalisations-là à travers des ateliers qu'on va retrouver directement dans les villes. Donc en fait, on va pouvoir observer une sorte de professionnalisation de l'enluminure à travers ces ateliers citadins qui vont répondre à une demande, on va dire, scolaire, mais également à d'autres demandes pour le compte de nobles ou de riches bourgeois qui, poussés par leur volonté, vont passer commande d'ouvrages de qualité auprès de ces ateliers, comme des psautiers ou des livres d'heures, à ces ateliers, pour accompagner leurs pratiques religieuses de laïcs. Et ce qui va mettre finalement un frein à l'art de l'enluminure, c'est tout simplement l'apparition de l'imprimerie. Alors, évidemment, l'imprimerie arrivant, on ne met pas les enlumineurs au placard du jour au lendemain, heureusement, mais on va dire que ça a commencé à se raréfier. L'imprimerie fait que les livres deviennent plus abordables, puisque on va utiliser pour l'impression un support moins onéreux, qui est le papier, beaucoup plus pratique aussi pour l'impression. Et également, c'est un procédé qui rend la réalisation de livres beaucoup plus rapide. Donc, dans les premiers temps des livres imprimés, on va voir une sorte de collaboration entre imprimeurs et enlumineurs, qui fait que lors de l'impression des livres, les imprimeurs vont laisser des espaces en réserve, donc complètement vierges, pour laisser l'opportunité aux enlumineurs d'intervenir et de réaliser des lettrines ou des décors de texte. C'est principalement des lettrines qui vont être faites. On voit plus trop de grandes scènes illustrées, mais même à ce moment-là où les enlumineurs travaillent, on va dire, à vitesse réduite, ce sont quand même des livres qui sont réservés à une clientèle fortunée, puisque l'enluminure reste un art coûteux. Et petit à petit, l'impression va se tourner vers les gravures qui, là encore, vont permettre un travail à coût réduit et beaucoup plus rapide. Ce qui fait que les enlumineurs, en fait, finalement, ne vont plus tant que ça travailler sur le livre. Au XVIIe siècle, on retrouvera encore des enlumineurs, mais parfois dans des lieux peu communs, puisque on a un exemple à l'Hôtel des Invalides, où ce sont des pensionnaires qui vont justement pratiquer cet art, et même pratiquer cet art pour réaliser des commandes prestigieuses, de la part notamment de Louis XIV. Alors quand on parle de pensionnaires de l'Hôtel des Invalides, il faut savoir que ce sont des soldats blessés revenant de la guerre, et qui sont vraiment là pour être à l'abri, et donc subventionnés un peu par l'État, puisque l'Hôtel des Invalides a été créé sous Louis XIV.
Il faudra ensuite, après ça, attendre le 19e siècle pour voir s'opérer un regain d'intérêt pour l'enluminure, puisque c'est le siècle où on va s'intéresser et un peu idéaliser l'époque médiévale, dont finalement l'enluminure est un art marquant. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'historique de l'enluminure, on va pouvoir parler un peu côté technique. Comme dit précédemment, l'enlumineur travaille historiquement et encore aujourd'hui sur parchemin animal, mais de façon moderne, on peut également travailler sur papier. Au niveau des couleurs, on travaille avec des pigments synthétiques ou naturels, d'origine soit animale, soit végétale, soit minérale. Et pour ce qui est des pigments synthétiques, c'est surtout une utilisation moderne, même si ça a déjà été fait avant. Mais nous, aujourd'hui, on les on les utilise surtout afin de remplacer des pigments dits historiques, mais qui sont en fait toxiques pour notre propre santé ou corrosifs pour le parchemin. Et ce qu'on fait au niveau de la préparation des couleurs avec ces pigments, c'est qu'on va les acheter en poudre et on va les préparer selon une recette médiévale, donc la même recette depuis des siècles à quelques dosages près. Et donc cette préparation, elle est vraiment nécessaire parce qu'on travaille sur parchemin. Le parchemin est même s'il est issu d'un animal mort, il continue lui de vivre, un peu comme le bois, peu importe le temps qu'il a. Donc en fait, au gré des variations hygrométriques, donc c'est-à-dire la quantité d'humidité dans l'air, le parchemin va se mettre à gondoler, à se rétracter ou se dilater. Et alors, on a de fait besoin d'une peinture qui puisse suivre elle aussi ces variations, sous peine de craquer et de scinder. Alors, on a l'exemple dans des anciens manuscrits de pigments qui s'en va, etc. Mais dans la majorité, le pigment reste en bonne forme, même sur des manuscrits qui ont plus de 1000 ans. Donc, preuve est que ce genre de recette marche bien évidemment. Alors, en plus des couleurs, on utilise de l'or, de l'argent de façon historique, mais rien ne nous interdit d'une façon plus moderne de travailler avec d'autres métaux ou alliages. Et on va les utiliser soit en poudre au pinceau, soit directement en feuille. On va venir poser sur une sorte de colle si on abrège un peu. Et en fait, le travail de la feuille, lui, va nous permettre de faire briller la feuille pour justement révéler un nouvel éclat et jouer avec des contrastes dans les aspects avec des parties mates et des parties brillantes. C'est le même principe de contraste qui est utilisé par exemple en dorure sur bois pour les cadres ou les meubles. Donc c'est une chose qui est assez connue depuis des centaines d'années. Et pour finir rapidement au niveau des sujets traités que l'on peut faire aujourd'hui, l'enlumineur contemporain a un champ d'action assez large. Alors, bien sûr, on continue à faire des sujets religieux par envie ou parce qu'on nous demande lors de commandes, mais on se tourne également vers des inspirations qui peuvent nous être plus personnelles ou modernes. En réalité, tout est réalisable à partir de moments où on a l'idée qui va bien finalement, comme pour n'importe quel travail d'illustrateur, dont on rend compte l'enlumineur est l'ancêtre. Alors, par exemple, on peut s'intéresser à la pop culture, à l'histoire avec un grand H, aux contes, aux légendes, à la science-fiction, au monde un petit peu médiéval, fantasy, etc. Et bien sûr, moi, ce qui a été mon cas pour mon manuscrit de seconde année, c'est s'intéresser à la littérature classique. Et donc, ce qu'on va voir du coup maintenant avec le manuscrit. Super, alors merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, le manuscrit que tu nous présentes, c'est celui qu'on voit actuellement en photo fermée. Est-ce que c'est toi qui t'occupes aussi voilà. de la couverture ou est-ce que tu t'occupes uniquement de l'intérieur? Alors, d'un point de vue professionnel,
en temps général, nous, on ne s'occupe que de l'intérieur, mais là, pour ce projet-là en particulier, donc dans le cadre de mon examen, on a aussi réalisé la reliure avec une relieuse professionnelle qui nous a accueillis en stage de 3 jours pour justement nous accompagner pas à pas dans la réalisation de la reliure, qui est donc ici personnalisée pour le manuscrit. Ok, super. Bon, bah alors on a hâte de voir l'intérieur maintenant, hein. On t'écoute. Oui. Alors, du coup, moi, donc, comme je l'ai dit, je me suis intéressée à la littérature classique et je me suis en fait très vite rendu compte que ce qui m'intéressait d'illustrer, c'était donc le roman Au bonheur des dames d'Émile Zola. Alors, il y a 2 raisons très simples à ça. C'est que, premièrement, c'est mon roman préféré. Et chose très très pratique et très importante quand on fait ce genre de réalisation, c'est que je me projetais très facilement à travers les descriptions du roman. Je me projetais très facilement dans l'ambiance du quartier, dans l'intérieur du magasin. Et donc, plus facilement on se projette et on imagine les choses, plus en fait le travail derrière d'illustration, de mise en couleur, etc. est facilité. Donc, j'ai choisi un sujet contemporain qui s'éloigne de la tradition médiévale, finalement, puisqu'on est sur une histoire du 19e siècle. Et pour le fond, et en fait, la forme, elle, va vraiment être beaucoup plus typique de l'enluminure médiévale. Et en fait, tout au long de la réalisation du manuscrit, on va voguer entre moderne et tradition, ce qui rapproche d'autant plus le manuscrit du personnage principal de Denise, qui elle-même, dans son histoire, est justement poussée à choisir, et ce qui est d'ailleurs son dilemme, entre modernité et tradition. Alors, même la reliure qu'on voit ici à l'écran est justement dans cet alliage entre modernité et tradition, puisque on a des éléments qui sont typiques de l'enluminure médiévale. Par exemple, si je vous montre, voilà, alors, voilà. Ici, ces éléments-là, qui font comme des barres, sont en fait ce qu'on appelle des nerfs. Ces nerfs, alors normalement, historiquement, c'est de véritables nerfs animaliers. Là, ce sont de simples cordes qui, en fait, permettent de relier le parchemin à l'intérieur à la couverture. Ces éléments-là sont typiques de l'enluminure médiévale, au même titre que les petits cabochons qu'on voit ici, par exemple, aux 4 coins et au centre, qui sont en fait faits pour protéger le cuir en lui-même. Les éléments, l'élément principal un petit peu plus moderne de la reliure, ça va être au-dessus des cabochons, les fleurons qu'on va voir, qui sont en fait un décor gravé à chaud dans le cuir, et qui ici sont en fait beaucoup plus tardifs que l'époque médiévale et qui ont un sens symbolique par rapport à l'histoire. Ici, on en voit 4 dans les coins qui représentent chacun un personnage de l'histoire, personnages qui sont censés finalement finir à la fin du roman par ne former plus un seul noyau familial. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas encore lu ou qui ne se souviennent plus du roman, parce que je vais faire un peu de spoiler, mais du coup, on a les 4 fleurons pour Denise Baudu et ses 2 frères, ainsi qu'un fleuron pour Gustave Mouret, ces 4 personnages qui sont finalement censés finir par recréer un noyau familial par l'union de Denise et Octave, et donc se retrouvent ici au centre de la reliure, au centre de leur histoire, pour justement donner suite à leur vie d'après le mariage des deux protagonistes. Alors, après ça, s'ouvre donc le manuscrit avec cette page-là qu'on appelle le frontispice. Le frontispice, dans les manuscrits médiévaux, c'est un peu une sorte d'allégorie de
de ce qui finalement est raconté tout au long du manuscrit. Ici, je l'ai choisi très symbolique, puisque je représente de façon animalière les deux personnages principaux qui sont Octave Mouret et Denise Baudu. Octave, lui, est représenté sous la forme d'un paon, avec justement ce côté très tapageur, très séducteur, très riche finalement, avec ses couleurs et puis cette profusion. Et de l'autre, on a Denise Baudu sous la forme d'une colombe qui, elle, est vraiment représentée par ce côté naïf, pur, et apportant la paix et l'harmonie dans ce qui sera son lieu de travail. Alors, les positions des animaux sont assez importantes également, puisqu'on voit que le paon tourne la tête à l'opposé de Denise, puisqu'il est assez, au mieux, indifférent à l'arrivée de cette jeune femme, au pire, véritablement réticent au chamboulement auquel, en fait, elle va le pousser, tout en néanmoins sans pouvoir s'empêcher de la séduire avec justement tout ce ramage de plumes qui s'étale tout au long tout en bas de la page. Et on a de l'autre côté Denise qui arrive de façon assez douce, qui s'apprête sur la branche qui représente le monde de Mouret et Paris de façon large. Et on voit bien que sur cette branche, ce monde, il y a des bourgeons qui apparaissent et qui sont en réalité annonciateurs de la vie qui va se déployer autour d'eux et du cercle vertueux qu'ils vont finalement réussir à établir par leur union. La façon de le représenter en vitrail est également un clin d'œil à une série britannique qui a été faite et qui s'est très librement inspirée du roman pour justement donc l'histoire de fond de la série, et qui en fait, dès l'entrée des clientes dans le magasin, on voit justement un grand vitrail avec un pan, comme si c'était annonciateur et comme un avertissement pour les clients de ce qu'elles vont trouver à l'intérieur et quel type de personnage elles vont y trouver. Donc ici, c'est le même une sorte d'avertissement pour le spectateur de ce qu'ils vont pouvoir trouver comme caractère dans le personnage d'Octave Mouret. Le frontispice laisse place à la page de titre qui reprend en fait l'esthétique des enseignes du 19e siècle avec cette forme un peu de tissu qui descend en fait d'une tringle métallique et qui s'appelle un lambrequin à forme trilobée, puisqu'il y a trois formes en bas. On retrouve donc dans le fond un pigment noir qui a été posé à la brosse avec une méthode très appréciée. Et par-dessus a été peint une calligraphie qu'on appelle une gothique fracture, typique allemande, et que l'on retrouve pareillement en bas de page pour le titre, nom de l'auteur. Alors, il faut savoir que moi, j'ai décidé de représenter le roman, de l'illustrer dans un style gothique qui est assez proche des représentations que l'on peut se faire actuellement et qui est de fait beaucoup plus pratique pour se projeter et qui permet une représentation assez fidèle des descriptions que l'on a dans le roman, avec justement cette profusion de tissus et une architecture assez caractéristique qui se mêle très bien, on le verra, avec le gothique 15e siècle. À la suite de ce titre commence le texte. Alors, ici, voilà, on a la première page de texte. Alors, il faut se rendre compte que, évidemment, pour la calligraphie que j'ai utilisée, je n'ai pas écrit plus de 300 pages de roman, je n'ai pas le temps. Donc, en fait, j'ai opté pour un résumé de l'œuvre. Et le résumé, lui, a été coupé en 3 parties. Un prologue, un texte principal et un épilogue, qui, chacune des 3, sera toujours
présentée de la même manière, donc avec cette architecture en grisaille, c'est-à-dire avec un travail de noir et blanc, qui finalement est assez caractéristique du 19e siècle et de ces gravures qui ont un peu forgé l'imaginaire collectif de l'époque et par extension des grands magasins. On a donc la calligraphie ici qui est présente, typique donc de la gothique fracture, avec justement une droiture typique de la gothique et quelques petites comment dire, frivolités qui justement décorent le texte et qu'on retrouve aussi également autour de la lettrine, qui est justement cette grande majuscule qui ouvre le texte. Alors, au niveau de l'architecture qu'on voit, elle est totalement en grisaille puisqu'elle symbolise le grand magasin. La seule chose qui est en couleur ici, ça va être la frise qui surplombe le tout, qu'on voit au milieu de l'écran, qui elle est en couleur puisqu'elle ne fait pas partie véritablement de l'architecture, mais a plus un rôle symbolique et temporel. Ici, le roman et donc le manuscrit commencent en automne 1864 et l'arôme, qui est la fleur représentée, est symbolique de l'automne. D'un point de vue symbolique floral, dans le langage floral, c'est l'arôme, une fleur qui représente en fait le choix que l'on va pouvoir faire, et le jaune qui lui est associé ici est justement la lumière qui va découler de ce choix. Ça va être pareil pour les autres parties qui auront elles aussi une frise ornementale en couleur. La couleur qu'on y retrouve dans cette frise est également visible dans l'ornementation, des petites feuilles qui ont la même couleur, et en bas à droite, on voit que d'autres feuilles sur la page d'en face se voient décorées de la même couleur. Et donc, au niveau de l'ornementation, ce que vous voyez dans la partie droite de l'écran sont des ornementations typiques, elles, de l'enluminure gothique allemand, qui va justement en accord avec le texte, puisque la calligraphie, elle, est d'origine allemande. Et en fait, j'ai choisi d'avoir un gothique allemand pour le décor de page, tout simplement puisque c'est un style qui permet d'avoir des décors assez aérés, légers, et sans finalement alourdir le texte, ce qui laisse finalement les deux s'allier sans que l'un n'empiète sur l'autre. Ensuite vient la fin du prologue avec cette double page qui, de fait, montre également la première pleine page à droite du manuscrit. Donc la première pleine page, ce qu'on appelle pleine page, c'est en réalité une page entièrement peinte où il n'y a pas de calligraphie. Alors ici, on n'a qu'une seule ligne. Ce n'est pas suffisant pour enlever le titre de pleine page. Alors on va donc à gauche avoir un exemple typique de gothique allemand pour l'ornementation, et à droite un gothique français qui justement me permet une représentation architecturale beaucoup plus fidèle aux descriptions du roman. Et chose importante, c'est que je fais toujours en sorte de mettre la couleur la couleur principale de la pleine page dans mon ornementation de page, ce qui fait que par exemple sur cette page-là, on a des éléments comme ça qui vont finalement reprendre les mêmes couleurs que la page qui est juste à côté, pour justement en fait créer une sorte d'homogénéité chromatique, et en fait faire en sorte que les deux se marient très bien, puisque les styles allemand et français sont assez différents, tant au niveau de la palette de couleurs que de la façon de représenter les choses. Donc on a ce genre de page qui de fait s'ajoute à cette présentation qui
montre l'arrivée de Denise et de ses frères au premier plan à Paris et donc leur première rencontre avec le bonheur. Le bâtiment est assez proche de la description qu'en fait Émile Zola, avec justement le titre du magasin, supporté par ces deux femmes, ces deux caracatides, cette grande porte vitrée avec une grille en fer forgé et les vitrines qui sont sur les côtés de la grille. On a en réalité en dessous de chaque scène, comme ce qu'on voit à droite de l'image, une phrase qui va être comme un sous-titre en réalité de la scène et qui sera finalement toujours une phrase dite par un des personnages du roman par rapport à la scène que moi j'illustre. Donc c'est un alias entre le texte et l'illustration. On observe aussi quelques éléments qui sont dans la frise et qui sont en fait assez symboliques, comme des clins d'œil, toujours ici, qui représentent finalement des queues de paon et qui sont une façon pour moi de représenter de façon symbolique le personnage de Gustave Mouret, qui même s'il n'est pas représenté en chair et en os, si on peut dire, est toujours là, toujours présent dans n'importe quelle scène représentée. Ensuite vient donc la nouvelle partie, puisque là on finit le prologue, et donc on arrive au texte principal. Voilà. Alors là, on a le texte principal qui s'ouvre ainsi, donc on retrouve toujours la même architecture avec cette architecture en grisaille, qui cette fois-ci est surmontée d'une frise de magnolias qui sont en train d'éclore. Le magnolia représente le printemps, puisque le texte commence à l'époque printanière, et en langage floral, le magnolia représente la naissance de sentiments amoureux, et le rose qui lui est mis, justement, assoit un petit peu ce côté affectif. Une couleur, donc, qu'on retrouve toujours dans l'ornementation de bas de page, et le texte, lui, commence toujours par une vitrine. Pour ceux qui se demandent quelle lettre c'est un E. Voilà, je sais que ce n'est pas forcément toujours facile à savoir, mais là, c'est un E. De fait, ici, donc, on a le début du texte principal qui donne accès à la suite avec cette deuxième pleine page qui représente tout simplement une grande mise en vente. Alors, pour ceux qui ne se souviendraient pas très bien ou qui ne sauraient pas, une grande mise en vente au bonheur des dames, c'est une journée complètement folle où le but, c'est d'accueillir beaucoup de clientes pour vendre beaucoup et pour attirer un peu le chaland. On va en fait à la porte d'entrée faire des étalages de produits moins chers. Donc c'est un petit peu l'équivalent des soldes qu'on a nous aujourd'hui. Les couleurs certaines pages vont être finalement reproduites dans la page donc, qui lui fait face, avec des choses comme ça, des petits éléments décoratifs qui sont en blanc et en bleu, mais également avec ce genre d'éléments en gris tirant sur le rose. Alors, ces éléments sont importants parce que dans la pleine page qui suit, le blanc et le bleu sont les couleurs qu'on voit au sommet et en bas de page sur la robe de la cliente. C'est en fait un symbolisme avec cette lumière divine qui arrive par le dessus de la scène et qui commence timidement, puisqu'on ne voit pas la coupole en entier, ça commence timidement en fait à illuminer l'intérieur du magasin jusqu'à se projeter dans la couleur des habits des clientes. Alors, pour ceux qui auraient une petite interrogation, la coupole est une liberté de ma part et elle n'est absolument pas dans la description du magasin fait par Zola, mais c'est une chose d'un point de vue symbolique qui est expliquée à la fin du manuscrit. Et la deuxième couleur qui est assez importante, c'est ce gris rosé qui finalement est visible dans l'architecture intérieure avec ce dos d'escalier et qui représente Octave Mouret en personne. C'est une façon pour moi de le représenter ici sans le montrer bel et bien. Et le gris rosé représente justement cette dualité qu'il a en lui
le gris pour le masculin et le rosé pour justement son côté féminin, qui là assez prononcé, au dire de l'auteur. Alors, il n'est pas efféminé, il a un côté très fin, très féminin, mais il n'est pas efféminé, il a tout simplement un sens de la femme assez développé, ce qui lui permet finalement de séduire ses clientes, de jouer à ce jeu de séduction qui va pousser inlassablement ses clientes à vouloir consommer dans son magasin pour un petit peu se permettre, enfin se donner l'opportunité de côtoyer cet homme qui est assez impressionnant. Et donc, on voit dans cette scène un mouvement au niveau de la porte d'entrée, au centre, qui ne fait en fait que se répandre dans tout le magasin jusqu'à en fait créer une effervescence qui dans le roman est très prononcée et qui du coup permet au grand magasin de se sentir tout puissant et de montrer en fait lors de ce genre de grand événement, de montrer au quartier qu'ils sont évidemment tout puissants et qu'ils entament une montée en puissance commerciale dans le quartier où ils sont implantés. Alors si vous vous demandez, dans cette page, on peut compter 334 petits personnages. Ça va à la porte d'entrée à 8 mm de hauteur. Et plus on s'éloigne, plus on arrive derrière l'escalier à une taille de 4 mm, à peu près. Elles ont toutes des cheveux et elles ont toutes une tête. Elles n'ont pas des yeux et une bouche, mais elles ont toutes au moins une couleur de peau. Voilà. Donc ce fut très long. Alors, après ça, on a un changement d'ambiance, puisque on tombe sur une scène de représentation nocturne, où là, on va avoir un peu, c'est la première scène, on pourrait dire romantique du roman, si ça peut exister dans Le Bonheur des Dames, et avec justement la rencontre fortuite des deux personnages, Octave et Denise, dans les jardins des Tuileries où ils se promènent de gauche à droite. Le parchemin a été teinté personnellement, donc avec le même système de brosse que j'avais utilisé pour le titre, avec un pigment bleu. Alors là, ça se voit bien à la photo, mais souvent on a l'impression que c'est du noir. C'est bien du bleu, et avec cet effet un peu de marbrure pour donner ce côté de nuit nocturne. Alors, si jamais ceux qui les auront aperçus se posent la question, dans l'arbre en haut à droite, dans la touffe de feuillage, on a bien des personnages atypiques qui n'ont rien à voir avec Au Bonheur des Dames. Je le conseille, puisque ce sont, pour ceux qui les auront connus, voilà, exactement. En fait, ce sont des opossums issus de l'âge de glace. Ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, c'est une sorte de clin d'œil personnel à des amis de promotion, donc avec qui on a passé 2 ans d'études, et on s'est un peu challengé pour mettre un clin d'œil chacune dans nos manuscrits afin d'avoir un petit souvenir rigolo. Donc nous, on est 2 ici, et en fait, dans la diagonale, on a ici, alors pas du tout, on a en fait cette petite souris. Voilà. On a la petite souris, en fait, qui est notre amie, exactement, et qui nous surveille du coin de sa longue vue. Alors, c'est peut-être pas visible là, mais le nez est collé sur le parchemin, on la voit assez bien. Voilà. Donc, après ça, on a une simple double page de texte avec simplement de l'ornementation, une simple lubie de ma part. Je voulais simplement avoir au moins dans mon manuscrit une double page de texte comme celle-ci, et qui du coup n'a qu'une simple ornementation, donc toujours avec des filigranes et un décor ornemental. Le décor en filigrane, lui, est plutôt issu d'un manuscrit italien. Donc plus on a de style, plus on rit, mais moi ça me permet en fait de gagner, de prendre de la place sans avoir finalement une ornementation trop lourde. Voilà. Donc pour ces pages, il n'y a pas il n'y a pas du tout même de symbolique. C'est purement que décoratif. Ce qui est souvent le cas des enluminures. On n'a pas forcément du symbolique. On tombe ensuite sur la 3e pleine page du manuscrit qui représente la mort de la cousine
à Denise, Geneviève Baudu, et donc avec une représentation au premier plan du du petit magasin familial avec le convoi mortuaire, un convoi où finalement Denise, elle, n'est pas présente puisque on la voit en haut à gauche de la scène, et parce qu'elle est toujours dans ce choix qu'il faut qu'elle fasse, et puisque son cœur en fait balance entre la modernité du grand magasin qu'elle regarde et vers lequel elle se sent appelée irrémédiablement, mais aussi son passé familial qui lui a plus d'histoire avec finalement la petite tradition commerciale de la petite boutique de quartier, etc. Donc elle est encore dans ce choix à faire. Et on observe néanmoins que malgré l'ambiance mortuaire de la scène, on a quand même le grand magasin à droite qui continue d'ouvrir ses portes et qui continue d'accueillir des clientes dont on voit d'ailleurs une femme qui s'apprête à rentrer dans le magasin. Alors elle est richement vêtue, ça ne se voit peut-être pas là parce que la lumière ne frappait pas bien dessus, mais en fait elle est vêtue d'un manteau qui est paré d'un motif de queue de paon. Signe en fait que Octave Mouret, puisque c'est toujours en lien avec la figure du directeur, donc Octave Mouret a l'audace d'aller jusqu'à s'afficher dans les vêtements de ses clientes, qui finalement nous montre qu'il est toujours présent et que peu importe où on se trouve, on ne peut pas échapper à ce grand personnage assez imposant. La couleur principale de cette page, c'est le rouge, ou cette couleur un peu rouille qu'on retrouve dans le bâtiment au premier plan, dans le ciel, où en fait on est toujours dans ce moment de la journée où c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. On ne sait pas si c'est le début du matin ou la fin de la journée, mais c'est toujours le début et la fin d'un cycle. Et le rouge est également présent dans ces tissus qui flottent au vent à l'entrée du grand magasin, taché de sang qui fait penser à la mort donc qui a lieu, mais qui représente également la vie avec ce mouvement très vivant, et qui donc montre que le magasin a besoin de la mort du petit commerce alentour pour pouvoir lui s'élever et donner naissance à quelque chose de nouveau, là aussi un cycle, début d'un autre. Et évidemment, comme c'est la couleur principale, on la retrouve dans l'ornementation de la page qui lui fait face, sur toute la hauteur et toute la largeur de la page. Là, par contre, du coup, j'ai plutôt repris la couleur du magasin, du petit magasin qu'on retrouvait au premier plan de la pleine page. Alors, après, on a, vu que c'était la fin du texte principal, on a ici le début du prologue, avec la même architecture, ici coiffé d'une frise et les bords blanches de l'hiver, qui fait justement écho à l'hiver 1869, date à laquelle finit le roman et donc le manuscrit, et qui d'un point de vue langage oral évoque un petit peu l'attente, l'espoir positif qu'on a en une demande en mariage. Alors évidemment, toute cette partie-là est en rapport avec la grande mise en vente de blanc qui a lieu dans le roman et qui clôture le récit. Et pour accompagner ça, j'ai évidemment remplacé tout l'or jaune qu'on a vu précédemment par de l'or blanc pour accompagner cette idée mariale qui est fortement suggérée par l'auteur. On a dans le bas de page un ornement qui fait référence à une queue de paon, signe en fait de l'importance d'Octave Mouret et de la place de plus en plus importante qu'il va prendre dans la vie de sa vendeuse. Donc, le manuscrit finit sur cette pleine page, cette double page, donc toujours avec une ornementation et un décor, une scène à côté, où justement on est dans la représentation de la grande mise en vente de blanc. On a donc l'ornementation de page qui, elle, voit ses couleurs totalement remplacées par une majorité de blanc, la couleur ne se retrouvant que dans les ombres des ornements,
et on retrouve toujours ce décor filigrané avec cet or blanc qui accompagne tout le décor que l'on voit. Et je vais donc finir avec la pleine page, qui est une sorte de mix de deux scènes, qui est donc la mise en vente du blanc, mais également la scène finale, qui normalement se trouve dans le bureau du directeur, mais que moi je situe ici, puisque ça me permet de faire une sorte de symbolique de la scène, puisque on voit Octave Aurel à main droite, qui présente le magasin à sa vendeuse un signe d'offrande, puisqu'il lui montre par ce geste qu'il lui offre son magasin, il lui offre une place de choix dans le magasin à ses côtés, et que finalement, ici, on le voit bien, le magasin, par rapport à la deuxième pleine page, est totalement vide de clientes, puisque à ce moment précis, Octave a réellement pris conscience qu'il préfère l'amour de Denise plutôt que toute son armée de clientes, malgré les années qu'il a passées à construire en fait toute sa clientèle fidèle. Et Denise, elle, par la main qu'elle lui tend au centre de la scène, stipule bien évidemment qu'elle est donc sensible à cette proposition et qu'elle accepte par extension une demande en mariage qui est très fortement suggérée à la fin du récit. On a cette succession au niveau du décor des colonnades qui replace un peu le monument dans un espace sacré, comme si on se trouvait dans une nef. Le tout surmonté d'une coupole qui là est bel et bien assumée et qui justement ajoute à ce côté sacré, puisque on trouve principalement les coupoles dans des lieux sacrés, et qui, baignant le magasin d'une lumière encore plus blanc, en fait, donne ses lettres de noblesse à ce temple du nouveau commerce qui, si on en croit les paroles de Zola, a fini par remplacer la religion dans le cœur de ses clientes. Et finalement, en fait, au niveau du décor, il n'y a que les colonnes qui sont véritablement fidèles à la description du magasin fait par Zola. Eh ben super, merci infiniment pour cette présentation. Je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est la première fois qu'on voit un tel travail. Du coup, c'est bien, ça nous laisse le temps de poser un certain nombre de questions. Alors, je commence en priorité par celles qui ont été posées par les élèves, puisque ils peuvent ensuite, s'ils le veulent, nous quitter à midi. Et puis ceux qui veulent rester un petit peu restent, bien évidemment. La première question qu'ils se sont posées, c'est bien évidemment, on s'en doute, comment tu as découvert ce métier et quelles études tu as suivies pour aboutir à ce fabuleux travail? Parce que c'est quand même pas un métier dont on entend beaucoup parler quand on parle orientation à l'école. C'est vrai. Alors, en fait, c'est assez curieux, mais de façon générale, mon CV est assez curieux. En fait, je connais l'enluminure depuis pas mal d'années, et c'est en 2012 où j'ai vraiment vu de l'enluminure se faire, puisque j'ai rencontré pendant des vacances un éditeur d'art qui fait des livres enluminés, mais ça n'a pas tout de suite, on va dire, matché dans mon esprit. C'est, je crois, en 2016, où là, j'ai vraiment tilté. J'étais partie pour faire un stage qui n'avait rien à voir avec l'enluminure, puisqu'à l'époque, j'étais intéressée par faire de la restauration du ancien. Sauf que dans l'école où j'ai fait le stage, il y avait la fille du directeur qui avait fait de l'enluminure et qui, elle, faisait de l'enluminure sur mobilier. Et quand j'ai vu une de ses œuvres, une commode avec du parchemin en fait plaqué sur meuble, donc du parchemin enluminé, en fait j'ai eu une sorte de révélation et je me suis dit mais oui, c'est ça que je veux faire, je trouve l'idée géniale. Et en fait, alors j'ai toujours plus ou moins bien aimé l'enluminure, mais je savais pas, enfin pour moi c'était un art un peu comme un autre. À titre personnel, je ne voyais pas vraiment comment aboutir à son utilisation. Et en fait, quand j'ai vu ce mobilier, j'ai tout de suite flashé et je me suis dit, d'accord, je veux apprendre à faire ça, pour faire ce genre de choses. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la formation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une seule école en France qui est à Angers et qui donne en fait un diplôme reconnu par l'État au bout de 2 ans de formation.
Et donc c'était la seule option pour moi de le faire. Sauf que à l'époque, ce qu'il est toujours aujourd'hui, mais j'avais vu que la formation coûtait cher. On est à 5 000 € l'année. Alors ça, c'est juste pour le prix que nous on débourse pour la formation, mais à côté, il y a quand même l'hébergement, la nourriture, le matériel à acheter. Et donc, à l'époque, c'était juste pas possible. Donc, j'ai attendu un petit peu pour engranger de l'argent, engranger d'autres connaissances, puisque en fait, j'ai beaucoup de métiers à mon actif. Donc, engranger d'autres connaissances qui pourraient me servir avec l'enluminure. Et j'ai tenté, donc 2 ans plus tard, l'école d'enluminure, dont je suis sortie là en décembre dernier, après 2 ans de formation, où c'est 1 an consacré à l'étude générale de l'enluminure et la 2e année à temps plein on réalise justement ce manuscrit qui nous permet d'avoir notre diplôme. D'accord. Et une autre question qui était liée à ça, c'était quelles sont les qualités, si on devait en sélectionner seulement 3, les 3 plus grandes qualités d'un enlumineur? Alors, je pense que indéniablement, la patience en fait partie. La patience aussi bien au moment de travailler, mais aussi la patience au moment où on se rend compte qu'on va dans le mur ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut recommencer plus ou moins du début à la fin. Parce qu'on est quand même majoritairement sur des heures sur des travaux qui prennent un nombre d'heures assez conséquent. Donc, il faut pouvoir psychologiquement être partant pour recommencer potentiellement du début. Voilà, alors on a la patience. Intervenue de la part d'une élève pendant ta présentation, c'était justement, je t'interromps et après tu me diras les 2 autres qualités, c'était de savoir si jamais il y a une erreur, si jamais il y a une rature, une bavure ou quoi que ce soit, comment tu t'es obligé de tout recommencer? Si il y a une bavure, si on travaille sur papier, ça va être très compliqué à rectifier. Par contre, sur parchemin, la peau est faite différent, un côté imperméable. Cette caractéristique technique, elle ne va pas boire réellement le pigment qui va toujours rester en surface, puisque vu que c'est en surface, on va pouvoir changer et modifier les éléments, on va pouvoir modifier de la couleur, etc. Alors ça va teinter plus ou moins le parchemin, mais si on a décidé de refaire la même couleur, ça pose pas du tout de problème. L'autre côté qui n'est pas imperméable, lui va boire et ça va être beaucoup plus problématique d'enlever. Alors pour enlever, on peut gratter, on peut remettre de l'eau pour enlever, en fait un peu comme le système de l'aquarelle. Et on va pouvoir refaire plus ou moins bien. Mais c'est pas, on trouve toujours des solutions pour essayer d'éviter de tout recommencer. Et d'ailleurs, dans les manuscrits médiévaux, on voit qu'ils se prenaient vraiment pas la tête. Si on a une tache sur le côté, eux prennent le parti de carrément rajouter une petite fleur, une petite décoration qui à la base n'était absolument pas destinée à être là. D'accord, ok. Bon, alors super. Donc la patience, c'est une première qualité. Est-ce qu'on peut en avoir 2 autres? La patience, alors je pense que pour se faciliter la vie, ce qui n'est absolument pas mon cas, un sens des couleurs, c'est quand même une bonne plus-value. Alors, soit la perception des couleurs, soit de façon générale, savoir comment allier les couleurs. Alors là, si vraiment on part, par exemple, sur des créations vraiment très personnelles sans guide, si on décide de faire des créations très historiques, on a une palette de couleurs qui se rapporte à chaque style, à chaque époque. Donc là, on voit bien dans des manuscrits historiques que finalement, telle couleur marche avec telle couleur, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que nous, pour des choses plus contemporaines, c'est un peu plus facile d'avoir un œil assez aguerri au niveau des couleurs. Et après, si on décide de faire des choses un petit peu plus contemporaines toujours, un sens, une main habituée au dessin, c'est toujours plus agréable, plus facile, mais c'est pas forcément une obligation. On est beaucoup à arriver en enluminure au début de la formation, on ne sait pas du tout dessiner, ou ça fait 10 ans qu'on n'a pas dessiné, mais d'un point de vue historique, l'enluminure, c'est une façon de représenter qui est très particulière, qui n'a pas tous les codes qu'on a aujourd'hui, et par exemple, la perspective,
l'homme médiéval ne connaît pas. Il joue avec la profondeur, mais la perspective, pas du tout. Là, par exemple, sur la page qu'on voit encore à l'écran, il n'y a pas de perspective, c'est simplement une sorte de succession de plans avec une profondeur plus ou moins approximative, tracée au feeling, et qui du coup, en fait, est très très arrangeant pour ceux qui ne savent pas dessiner, etc. Donc le dessin, c'est une plus-value, mais c'est pas non plus nécessaire. D'accord, alors merci. Et il y a une autre question aussi qui était intéressante et qui a interpellé les élèves, c'était de savoir justement quel public, quel est le genre de public qui passe commande, parce que j'imagine que ce sont des commandes privées. Et est-ce qu'on peut vivre de l'enluminure ou est-ce qu'on travaille plutôt dans les livres anciens et l'enluminure peut être quelque chose de supplémentaire pour peut-être des collectionneurs, ou parce que j'imagine que tout ça, c'est pour des gens qui connaissent déjà l'enluminure, et puis ça représente un coût parce que ça représente des heures de travail. Donc quel est le public qui est intéressé par l'enluminure, et est-ce que toi tu vas pouvoir vivre uniquement de l'enluminure ou ça va être un truc en plus par rapport à un autre métier du livre? D'un point de vue général, il y a plein d'enlumineurs qui ne font que de l'enluminure. Donc j'espère sincèrement pour eux qu'ils arrivent à vivre de ça, ce qui n'est que ça, ce qui est totalement faisable, bien sûr. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire, du public qu'on décide, des représentations qu'on fait, etc. Il y en a qui ne font que des représentations religieuses, par exemple, et qui ne s'adressent qu'à un public soit tourné vers la religion, soit adepte de l'enluminure traditionnelle médiévale. Donc ils ne font que ça. Après, moi, j'ai, on va dire, l'avantage d'avoir plusieurs casquettes professionnelles. Par exemple, je suis, en plus de l'enluminure, je suis doreuse à la feuille sur bois et également tapissier en siège. Donc, j'ai plusieurs casquettes qui me permettent d'avoir, on va dire, un apport financier différent si jamais l'enluminure se retrouve un petit peu derrière. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est pas forcément un frein. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, à vouloir tout faire, tout tester et tout mélanger entre eux. Et c'est pour ça que l'enluminure, moi, par exemple, je n'ai pas vocation de le laisser simplement dans le livre ou dans la décoration murale. J'en ferai un peu, c'est sûr, mais j'ai aussi l'ambition de l'amener dans le monde de l'ameublement, où je suis issue à la tapisserie d'ameublement, et donc de l'amener sur du mobilier, des objets qu'on utilise quand même, puisqu'à la base, l'enluminure n'est pas un objet utilitaire, mais plutôt décoratif. Là, je l'amène vraiment sur un sujet, sur un support utilitaire, un siège, un mobilier, etc. Alors, au niveau de la clientèle, on est sur du particulier principalement. On peut travailler pour des cadeaux en tout genre. On est également, il y a une sorte d'autres casquettes au métier d'enlumineur qui fait qu'on donne des stages, on donne des cours qui sont par exemple à la demande de mairies, de bibliothèques, de collectivités, on va dire publiques, qui justement cherchent à faire pour faire bouger un petit peu la vie locale, cherchent à donner des cours, des stages à des gens comme tout le monde finalement. Mais nous aussi, de notre propre initiative, on peut donner des stages dans notre atelier où certains se déplacent directement chez les personnes qui veulent voir un petit peu. Alors en général, ces stages sont payants, donc ça va de 2 jours à 3 jours en général. D'accord, ok. Merci, c'est super intéressant. Alors, où est-ce que tu trouves, Evelyne, l'inspiration, notamment pour trouver ce symbole du pan, pour représenter Octave Mouret que tu as représenté et que tu as caché et dissimulé un peu partout? Où est-ce que tu trouves l'inspiration? Est-ce que tu la trouves dans d'autres manuscrits médiévaux, ou est-ce que c'est uniquement ta propre symbolique et ta propre imagination? Alors, en fait, là, par exemple, pour ce livre, mais c'est comme ça assez souvent dans mes créations, c'est que je vais avoir une idée propre de la façon de représenter les choses, etc. Donc, par exemple, là, très vite, pour là, par exemple, ce manuscrit, je savais que je voulais représenter, en fait, voir un vitrail avec un pan dessus, parce que je trouvais que l'image du pan représentait très très bien
le personnage d'Octave Mouret pour sa symbolique. Et donc, il a fallu que je trouve la place de le mettre. Je pensais le mettre dans une pleine page, mais ça n'a pas du tout été possible. Et donc, c'est pour ça que je l'ai vraiment mis en première page, ce qui finalement s'est avéré être un choix judicieux, puisque ça intervient comme une sorte d'avertissement pour le spectateur. Et ce sont des éléments qui sont déjà présents dans des manuscrits médiévaux, donc là des manuscrits italiens, et qui, en fait, je n'ai pas capté tout de suite que ça ressemblait à un motif de queue de pan, mais c'est en utilisant et en voyant, en prenant un peu de recul sur mon œuvre, que je me suis rendu compte, en fait, de justement cette particularité et de ce rapprochement avec l'oiseau. Et donc, en fait, j'ai comme ça, en fait, dans mes créations, une bonne part d'inspiration personnelle, mais aussi, après coup, je trouve des explications à des choses qui me sont venues naturellement ou à des choses sur lesquelles mon œil a, sans savoir sûrement, en raison déjà de la symbolique que j'avais l'intention d'utiliser pour ma réalisation. Donc après, on trouve l'inspiration dans des manuscrits historiques. Vraiment, le champ des possibles est très large. D'accord. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappée quand tu m'as parlé de ton métier pour la première fois, c'est que tu as dit que tu étais enlumineur, et donc ça signifie que ce métier n'existe pas au féminin. Est-ce que c'était le cas par contre au Moyen-Âge? Est-ce qu'on a des traces historiques qui nous prouvent que des femmes ont exercé ce métier, et pourquoi ce métier n'est-il pas féminisé? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui pratiquent cette profession. Tout simplement, pendant très longtemps, on n'a pas eu de preuves matérielles que justement des femmes en faisaient. Et en fait, ce n'est que très récemment, en 2019, si je ne me trompe pas, qu'une fouille archéologique en Allemagne, dans un lieu religieux, en fait, a montré d'une religieuse qu'elle avait en fait travaillé sur de l'enluminure. Et ça, en fait, au niveau de la recherche archéologique, ça a été démontré tout simplement parce que, alors je le déconseille de le faire à notre époque, mais à son époque, c'était une sorte de coutume, c'était très courant en fait une fois que le pinceau est mouillé, ou pour vraiment le remettre bien dans une forme très élancée, un rat-à-bouche à tourner, et en fait justement ce qui permet de mettre les poils en fait en bonne forme. Et en fait, cette femme, cette religieuse, a dû faire la même chose, sauf que le pinceau garde toujours un peu de pigment, et elle s'est retrouvée avec du pigment accumulé au niveau de sa dentition, un pigment même très cher, puisque c'était du lapis lazuli, donc un pigment qui encore aujourd'hui est considéré comme très rare et très cher. Et donc, en fait, elle a accumulé au fur et à mesure de ses années de pratique dans le mur, elle a accumulé comme ça dans sa dentition, et ce qui est sorti lors des fouilles archéologiques, démontrant de façon scientifique que les femmes avaient donc un accès à l'enluminure, et même accès à des pigments considérés comme chers, et que ce n'est pas parce que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, on est une femme, que si on fait ça, on va avoir à des tâches subalternes, ce qui n'était de toute évidence pas le cas au Moyen-Âge. D'accord. Et justement, en parlant des pigments, puisque tu en parles, quand tu travailles l'or, est-ce que tu travailles de la poudre d'or à diluer, ou est-ce que tu travailles de la feuille d'or, et comment tu obtiens l'or blanc? L'or en poudre va avoir tendance à moins briller que l'or en feuille, par exemple. Et l'or blanc, en fait, c'est un alliage avec de l'or jaune et de l'argent, mais qui est beaucoup moins gris. Alors, il tire plus ou moins le jaune en fonction de la qualité de l'or jaune qu'on va utiliser, mais c'est comme ça qu'est produit l'or blanc. Alors, il a quand même la possibilité de s'oxyder au même titre que l'argent, puisque c'est un alliage composé à 50% d'argent. Donc, si on veut le garder intact, on a la nécessité de le vernir pour ne pas le voir jaunir dans le temps. D'accord, ok, c'est super intéressant.
Alors, je voudrais aussi rebondir sur la question qui a été posée dans le chat. C'était comment tu fais pour teinter une page entière, pardon. Tu as parlé d'une brosse. Comment tu utilises la brosse, en fait? Alors, en fait, c'est assez simple finalement. On utilise la même préparation que si on voulait peindre au pinceau, sauf qu'en fait, avec notre brosse, on va venir, en fait, on va répartir le pigment sur notre plaque de céramique qui nous permet de la recevoir fraîche. Et en fait, on va prendre notre brosse, on va contre la plaque de céramique qui a la couleur, donc afin d'imbiber un petit peu la brosse, alors pas trop parce que sinon ça vire un peu à la catastrophe sur le parchemin, mais on imbibe un peu la brosse et ensuite cette brosse-là, on va venir l'appliquer sur le parchemin et on va étaler le pigment avec des mouvements circulaires et en fait ça permet de teindre le parchemin avec une succession de couches jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la couleur qu'on veut de façon assez fine et en fait aura un rendu comme si le parchemin était teinté dans la masse, ce qui n'est pas forcément le cas. Et si on applique bien justement, donc pas trop près, bien dosé, le parchemin va avoir sa fluidité, alors que si on charge trop en pigment, il va avoir tendance à se cartonner parce que justement, il aura reçu trop de pigment, trop humide d'un coup. D'accord, et bah écoute, il a pas l'air d'y avoir d'autres questions. On a un petit peu débordé d'un quart d'heure, c'est raisonnable, je pense. En tout cas, merci infiniment, Evelyne, pour ta participation. Et j'invite tous ceux qui sont encore parmi nous et qui éventuellement auraient des questions supplémentaires. Vous avez vu, Evelyne, elle est passionnée par son métier et par ce qu'elle fait. Donc, je les invite à aller s'abonner à ta page. Hein, ça s'appelle Atelier Rêve Doré. Et merci infiniment d'avoir présenté ce magnifique manuscrit et bonne continuation dans ton travail et dans la fin de tes études. Voilà, et tu as des retours positifs dans le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je pense que ça a peut-être suscité des vocations, notamment chez certains qui se reconnaîtront et qui sont des artistes, hein, qui ont le sens du dessin et le sens de la couleur, comme tu disais. Donc, voilà. Merci à tous et on te retrouve du coup sur ta page Atelier Rêve Doré. J'essaye de voir si l'enregistrement de cette séance a bien fonctionné et j'essaye de le publier et de te l'envoyer aussi, Evelyne, dès que possible, si la qualité est bonne. Ça marche. Et merci à tout le monde d'avoir été présent en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je salue mes élèves, je leur dis à demain. Merci à ceux qui se sont ajoutés à cette petite liste. Et encore bravo, Evelyne. Et puis, à très bientôt, j'espère. Hein. J'espère que tu pourras, je te l'ai dit, faire une intervention en présentiel très vite dans nos classes quand tout ce Covid sera derrière nous. Hein. Oui, j'espère aussi. Et puis, merci beaucoup à tous vos gentils mots sur mon site. C'est très apprécié. Merci infiniment. Bonne fin de journée à tous. Bon après-midi. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.